Donc, sur ce, je vais démarrer le webinaire et encore une fois, je me présente, François-Pierre Gauvin. Je suis responsable scientifique senior au McMaster Health Forum. Le McMaster Health Forum qui est basé à l'Université McMaster à Hamilton. Le forum, ce que nous faisons essentiellement, c'est d'essayer d'outiller de différentes façons les décideurs du système de santé, les patients, les citoyens, les professionnels et les autres acteurs du système de santé afin de faire face aux enjeux pressants du système de santé. Donc, on le fait de différentes façons via des documents d'information, des synthèses de données probantes, l'organisation de panels de citoyens, de dialogues et des bases de données également que nous avons développées. Donc, le forum est basé à Hamilton, en Ontario. Ce webinaire-là que nous avons préparé, c'est quand même le fruit de travaux qui remontent à plusieurs années déjà, des travaux qui visaient à décrire le système de santé de l'Ontario. Ce webinaire, nous avons décidé de l'organiser évidemment pour soutenir le grand public, les citoyens, les patients de l'Ontario. Et c'est soutenu par une organisation qui s'appelle l'Unité soutien de l'Ontario. C'est une unité de soutien pour encourager, soutenir de la recherche dans le secteur de la santé qui est axée sur le patient. Donc, depuis quelques années déjà, au Canada, nous avons des unités de soutien à la recherche un peu partout, dans chaque province et territoire, pour s'assurer que la recherche dans le secteur de la santé qui est menée est faite en lien avec les besoins, les attentes et les préférences des patients. Donc, l'unité de soutien SRAP nous a soutenus dans l'organisation de ce webinaire et a vraiment un intérêt à ce que les patients et les citoyens de l'Ontario soient activement engagés dans le secteur de la recherche, mais aussi dans la transformation du système de santé. Donc, c'est un webinaire qu'on va vous offrir aujourd'hui sur le système de santé de l'Ontario. Donc, on espère vous aider à mieux le comprendre et à mieux le naviguer. Évidemment, naviguer un système de santé, c'est quelque chose de très complexe. Il y a des chercheurs et des gens qui vont passer leur vie à essayer de comprendre comment un système de santé fonctionne. Donc, aujourd'hui, on va essayer de vous aider, évidemment, avec un survol en haute altitude, évidemment, pour vous décrire le système de santé de l'Ontario. Tout d'abord, la première partie du webinaire va porter sur les soins et comment ils sont prodigués en Ontario. On va parler un peu plus spécifiquement des différents secteurs de soins. On va également de comment ces soins-là sont organisés pour certaines conditions, pour certains traitements, mais aussi pour certaines populations que l'on retrouve en Ontario. Et la seconde partie du webinaire va se pencher sur les grands piliers du système de santé. C'est quoi les grands arrangements du système de santé ontarien? Bon, on va parler tout d'abord des arrangements qui touchent à la gouvernance du système, pour parler ensuite des arrangements qui touchent au financement du système et des organisations dans le système de santé. Et enfin, on va parler un peu des arrangements qui touchent à la prestation de services, donc l'organisation et la prestation des services de santé. Et évidemment, il y a beaucoup de contenu dans ce webinaire-là, mais on veut s'assurer de se garder un peu de temps pour échanger avec vous. Donc, à la toute fin de la présentation, on aura un moment pour échanger via la boîte de clavardage qui se trouve à la droite de votre écran. Et enfin, une fois que le webinaire sera complété, nous allons vous transmettre par courriel un petit questionnaire d'évaluation. Donc, ce serait très agréable si vous pouviez nous offrir votre point de vue, votre évaluation par rapport au webinaire, des choses que nous pouvons améliorer à l'avenir afin d'offrir ce genre de formation au grand public. Si vous vous êtes particulièrement intéressé par le sujet et par le système de santé de l'Ontario, eh bien, sachez que le contenu, en fait, le contenu de ce webinaire provient en grande partie d'un livre que nous avons publié il y a quelques mois et qui est le fruit de longues années de travail. C'est un livre qui s'intitule en anglais et qui s'intitule Ontario's Health System, Key Insights for Engaged Citizens, Professionals and Policymakers. Donc, si jamais vous vous intéressez, ce livre-là est disponible en librairie en version papier, mais également est disponible gratuitement via notre site web
que vous pouvez trouver. Donc, chacun des grands chapitres du livre sont disponibles en format PDF. Vous pouvez trouver le livre sur le site mcmasterforum.org. Et plus spécifiquement, si vous visitez notre site web, vous allez dans une section qui s'appelle Find Evidence, puis Ontario's Health System. Et vous trouverez alors tous les chapitres du livre qui sont disponibles gratuitement. Donc, si jamais vous cherchez de la lecture pour votre chevet, votre table de lit, votre chevet, ou pour le chevet, pour lire avant de avant de vous coucher, ou pour le temps des fêtes qui s'en vient, je vous invite à consulter le livre pour obtenir plus d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par citoyen? On utilise ce terme-là assez couramment et dans ce cas-ci, notre webinaire se veut en quelque sorte un guide pour des citoyens. Évidemment, c'est un terme qui peut englober beaucoup de choses, hein, citoyen. Et dans ce cas-ci, on utilise le terme citoyen pas seulement pour parler des gens qui ont la citoyenneté canadienne ou qui vivent en Ontario. C'est vraiment une définition très générale. On parle en fait des payeurs de taxes qui financent la majeure partie du système de santé en Ontario. On parle également des patients qui reçoivent des soins dans le système de santé de l'Ontario. Et on parle également des familles, hein, et des aidants qui soutiennent les patients parce que les familles et les aidants jouent un rôle très important dans notre système de santé. Au Canada, on sait qu'il y a près de 8 millions de Canadiens et Canadiennes qui jouent le rôle d'aidant à un proche qui est atteint de différents problèmes de santé ou de maladies chroniques. Donc, beaucoup de gens dans le système de santé qui jouent ce rôle d'aidant-là et qui doivent trouver des façons de naviguer et de comprendre comment fonctionne le système de santé. Et évidemment, quand on dit citoyen, ben on peut comprendre que tout citoyen va porter plusieurs chapeaux. Donc, on peut être à la fois payeur de taxes, mais aussi patient, membre de famille et proche aidant. Donc, gardez à l'esprit que lorsqu'on utilise le terme citoyen, c'est de façon très globale pour inclure beaucoup de gens, beaucoup de rôles que vous pouvez jouer dans le système de santé. Donc, il y a environ 3 objectifs, je vous dirais, pour ce webinaire-là. Tout d'abord, on espère, grâce à ce webinaire-là, aider les citoyens à comprendre comment le système de santé de l'Ontario est structuré et comment il fonctionne. Donc, vraiment, on va vous donner un survol des grands mécanismes, des grands piliers du système de santé. On espère également vous aider à naviguer le système, à comprendre les différentes parties de ce système. Et enfin, on espère mieux vous outiller pour promouvoir des améliorations au système de santé, parce que de plus en plus, les citoyens, les patients, les usagers sont appelés à faire entendre leur voix et à s'impliquer activement dans le système de santé. Et donc, on pense vraiment que les citoyens peuvent jouer un grand rôle pour promouvoir des améliorations au système de santé, parce que vous avez des expériences, vous avez des idées, et je crois que le système de santé peut grandement bénéficier de vos idées, vos expériences. Donc, avec cette formation, on espère un peu vous outiller à mieux comprendre comment le fonctionne et à jouer un rôle encore plus actif afin de l'améliorer. Si ce webinaire vous intéresse, il y a également d'autres webinaires complémentaires que nous avons réalisés à la fois en anglais et en français. L'un de ces webinaires complémentaires s'intitule Trouver et utiliser des informations de santé fondées sur des données probantes. Encore une fois, c'est un guide pour les citoyens. Donc, ça, c'est un exemple d'un webinaire que nous avons réalisé en français il y a quelques mois. Tous ces webinaires-là sont également disponibles sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre site web. Donc, si vous allez sur notre site web à la section Learn How, donc apprendre, vous avez une section qui porte sur les cours offerts aux citoyens. Donc, vous trouverez alors là la liste de tous les cours, à la fois en anglais et en français, qui sont actuellement disponibles gratuitement pour vous. Donc, sautons donc dans le vif du sujet. La partie 1, comment les soins sont-ils prodigués en Ontario? Eh bien, la prestation de soins en Ontario varie en fonction de certains éléments ou certains facteurs. La prestation peut varier en fonction des secteurs de soins.
La prestation également peut varier en fonction des soins qui sont offerts pour certaines conditions, également pour certains traitements, mais aussi pour certaines populations. Donc, c'est important de garder à l'esprit que les secteurs, les conditions, les traitements et les populations peuvent recevoir des soins organisés et prodigués de façon un peu différente. On va explorer ces éléments-là dans les prochaines diapositives. Alors, si on se penche sur les secteurs du système de santé, bien, en Ontario, les soins sont prodigués dans au moins 6 secteurs de soins. Le premier, probablement un des secteurs avec lequel les gens sont les plus familiers, ce sont les soins primaires. Il y a également les soins spécialisés, les soins de réadaptation, les soins à domicile et communautaires, les soins de longue durée, et également un autre secteur d'activité qui s'appelle la santé publique. Donc, c'est important de toujours garder à l'esprit que le système va être organisé généralement en fonction de ces 6 grands secteurs d'activité et de soins. Comme je disais tout à l'heure, les soins primaires, c'est quelque chose avec lequel les gens sont assez familiers parce qu'il s'agit généralement du premier contact avec le système de santé que vous allez avoir. Les soins primaires se veulent des soins qui sont complets, qui doivent, à tout le moins, répondre aux besoins des citoyens tout au cours de leur vie. Donc, c'est quelque chose d'assez commun. Si vous avez un problème de santé, généralement, vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin de famille ou avec une infirmière qui travaille dans une clinique médicale de soins primaires. Vous pouvez également visiter un centre de santé communautaire pour discuter et approfondir un peu un problème de santé ou une inquiétude que vous avez. Le deuxième secteur, celui des soins spécialisés, c'est également un secteur quand même avec lequel les gens sont assez familiers. Bon, il s'agit principalement des soins qui sont offerts en milieu hospitalier, mais ils peuvent aussi être prodigués dans des cliniques communautaires spécialisées. Donc, ce qu'on retrouve en Ontario, on a ces cliniques-là, communautaires spécialisées, qui vont vraiment offrir des soins que l'on aurait peut-être autrefois retrouvés en milieu hospitalier. Quand on parle de soins spécialisés, parfois on entend d'autres termes. On parle aussi de soins parfois secondaires, tertiaires et même quaternaires. Donc, tout ça peut varier en fonction du niveau de spécialisation. Donc, certains professionnels peuvent avoir développé vraiment une expertise de pointe et vont donc dire qu'ils travaillent dans les secteurs tertiaires ou même quaternaires. Les services d'urgence, que vous connaissez probablement, sont des exemples de soins spécialisés. Ils sont offerts dans des milieux hospitaliers de soins actifs par des spécialistes. Votre médecin de famille ou l'infirmière qui travaille avec votre médecin de famille peut parfois vous référer à un chirurgien ou un spécialiste qui va offrir des soins spécialisés. On pense par exemple à un chirurgien orthopédique pour faire un remplacement de hanche. Donc, généralement, les soins primaires, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent le premier point d'entrée dans le système qui va ensuite vous permettre d'avoir accès à des soins spécialisés. Le troisième secteur d'activité et de soins, c'est celui des soins de réadaptation. Il s'agit généralement des soins qui sont offerts aux patients durant leur récupération. Donc, on peut le récupérer après une chirurgie pour le remplacement d'une hanche, on peut récupérer après un accident vasculaire cérébral, on peut avoir également eu un traumatisme crânien cérébral qui va nécessiter des soins de réadaptation. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est parfois les soins de réadaptation font référence à des soins qui sont offerts après la récupération. Donc, après avoir récupéré d'une maladie ou d'une blessure, on peut penser à la physiothérapie, par exemple. Si vous avez des douleurs suite à une blessure, la blessure est guérie, mais vous avez tout de même besoin de réadaptation et de physiothérapie. Le quatrième secteur est celui des soins à domicile et communautaires. Il s'agit des programmes et services qui sont offerts donc chez vous, dans votre domicile, ou qui sont offerts dans la communauté. On peut penser, par exemple, à une infirmière qui va visiter votre domicile pour changer les pansements si vous avez eu une cicatrice après une chirurgie.
mais également dans la communauté, il va y avoir toutes sortes d'organisations, des organisations communautaires qui vont offrir de précieux services de soutien pour des personnes qui ont des problèmes de santé, comme ça peut être le cas, comme des problèmes de dépendance ou de santé mentale. Donc, ces organisations-là communautaires peuvent vraiment apporter un rôle précieux dans le secteur de la santé. Les soins de longue durée, quant à eux, il s'agit généralement de soins qui sont offerts 24 heures sur 24 aux adultes qui ont besoin de soins de longue durée. Donc, ça peut inclure des soins infirmiers et des services de soutien personnel pour essayer d'aider les patients qui ont besoin d'aide dans leurs activités quotidiennes. Les soins de longue durée vont généralement comprendre un accès à des médecins et des infirmières praticiennes sur appel, donc aux besoins. Ce qui est intéressant de constater, c'est que de plus en plus, certains soins de longue durée sont offerts au domicile du patient. Donc, on a des modèles que ce n'est pas seulement en établissement, dans des résidences ou des centres d'hébergement et de soins de longue durée, mais de plus en plus, des soins de longue durée vont être offerts au domicile même des patients. Enfin, le sixième secteur de soins ou d'activité, c'est la santé publique. Donc, comparativement aux 5 secteurs précédents, la santé publique, elle, s'intéresse vraiment à l'ensemble de la population. Donc, la santé publique va prodiguer, offrir des programmes et services qui visent à promouvoir et protéger la santé de l'ensemble de la population. Donc, elle ne va pas nécessairement offrir des soins, des services et des programmes aux individus, mais elle va le faire dans une approche populationnelle. Des exemples d'intervention de santé publique, on peut penser à l'ajout de fluor dans l'eau. On peut penser également à l'offre de vaccins contre différentes maladies comme la grippe, par exemple. C'est exactement, justement, on est dans la période actuellement où c'est la vaccination antigrippale qui a cours. On peut penser également à des campagnes pour la prévention des infections transmissibles sexuellement ou encore des programmes de cessation tabagique. Ça, c'est de bons exemples classiques, je vous dirais, d'intervention de santé publique. Donc, dans ces 6 secteurs de soins, il faut retenir également que les soins sont parfois offerts aux citoyens de différentes façons, et ce, en fonction de leurs conditions de santé, des traitements qui sont disponibles pour ces conditions, mais aussi des populations spécifiques à qui ces soins sont prodigués. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement du système de santé ontarien, c'est important de connaître les différents types de soins qui existent et dont je vais discuter dans quelques instants. Donc, pour vous donner des exemples, on a retenu 4 exemples de conditions qui sont traitées un peu différemment en Ontario. Le premier, c'est celui de la santé mentale et des dépendances. Le second, c'est celui des blessures et des maladies reliées au travail. Le troisième, c'est celui du cancer. Et enfin, celui de fin de vie. Si on jette un coup d'œil aux soins pour la santé mentale et les dépendances, eh bien, ces soins-là sont prodigués par des programmes ou des services vraiment spécifiques. On peut penser à des programmes d'information ou de counseling qui sont offerts dans des programmes, ce sont des programmes généralement spécialisés offerts en milieu hospitalier, généralement pour des problèmes sévères de santé mentale ou de dépendance. Mais il n'y a pas juste le milieu hospitalier, hein. De plus en plus, les programmes de santé mentale et de dépendance sont offerts par des organisations communautaires. Et également, il y a plusieurs types de professionnels de la santé qui seront impliqués dans la prestation de soins de santé mentale et de dépendance. Les 2 principaux à mentionner peut-être, il s'agit des psychologues évidemment et des travailleurs sociaux qui jouent un rôle prépondérant dans ce type de soins. Le second type de soins qu'on voulait donner comme exemple, c'est celui des soins pour les blessures et maladies reliées au travail. Donc, c'est des soins pour les personnes avec des blessures qu'ils ont eues ou des maladies qu'ils ont développées à cause de leur travail. Donc, les soins vont être prodigués souvent dans des endroits avec lesquels vous êtes familier. Ça peut être dans des bureaux de médecins ou dans des cliniques en milieu hospitalier. Mais ce qui est très particulier avec ces soins-là, c'est qu'ils seront financés par les employeurs, donc directement
ou en ayant recours à des primes d'assurance. Et l'admissibilité pour le financement, le remboursement de ces soins-là est généralement déterminée par la Commission de la sécurité professionnelle et de leur assurance contre les accidents du travail de l'Ontario. Donc, il y a une commission qui va toujours évaluer l'admissibilité de chaque demande pour le remboursement et le financement. Un troisième exemple que on voulait vous donner, c'est celui des soins pour le cancer. Encore une fois, le système de cancérologie en Ontario est développé assez spécifiquement. Donc, les soins pour le cancer, et ça inclut à la fois le diagnostic jusqu'au traitement du cancer et également les soins de suivi, vont être prodigués en grande partie dans des centres régionaux de cancérologie qui sont liés à des hôpitaux. Donc, en Ontario, on a vraiment ces centres régionaux de cancérologie-là qui jouent un rôle prépondérant. Les soins de cancérologie vont être prodigués par plusieurs types de professionnels qui sont spécialisés dans le domaine du cancer. On pense aux oncologistes, aux pathologistes, aux radio-oncologues, aux spécialistes de soins palliatifs. Mais de plus en plus, on va même élargir. Il y a des équipes de plus en plus multidisciplinaires qui vont prendre part aux soins pour le cancer et ça peut inclure même des nutritionnistes ou diététistes, des psychologues, des travailleurs sociaux qui vont être vraiment spécialisés dans la prestation de soins pour les personnes, les patients atteints de cancer. Le quatrième exemple qu'on voulait vous donner de type de soins, c'est tout ce qui touche aux soins de fin de vie. Donc, les soins de fin de vie sont de plus en plus prodigués dans une multitude d'endroits. Donc, ce n'est pas juste dans les hospices, les hôpitaux ou les centres d'hébergement, mais de plus en plus, les soins de fin de vie sont prodigués à domicile. D'ailleurs, la plupart des Ontariens, mais aussi des Canadiens, particulièrement chez les personnes âgées, souhaitent de plus en plus vivre le plus longtemps possible dans leur domicile et idéalement finir leurs vieux jours et leurs derniers jours dans leur domicile entourés de leurs proches. Ce que l'on retrouve en Ontario, ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé des réseaux régionaux de soins palliatifs qui ont commencé à apporter une certaine cohérence dans tous les soins et services qui sont nécessaires aux patients en fin de vie et qui commencent à mieux répondre aux attentes des patients, des familles et des aidants qui soutiennent des patients en fin de vie. Donc, des réseaux régionaux de soins palliatifs qui vont offrir vraiment des soins multidisciplinaires et vraiment très complets pour accompagner les patients, les familles et les aidants. Donc, on vous a montré il y a quelques instants donc, que les soins sont offerts aux citoyens en fonction de différentes choses, en fonction, comme on vient de le voir, de différentes conditions de santé. Maintenant, regardons un petit peu comment ils sont organisés en fonction de différents traitements disponibles pour traiter ces conditions. On peut vous donner trois exemples de traitements. Bon, on peut penser par exemple aux médicaments sur ordonnance, mais aussi aux médicaments qui sont en vente libre. Un second exemple peut être les thérapies alternatives et complémentaires. Et enfin, un autre exemple de traitement, ce sont tous les soins et services dentaires qui sont offerts en Ontario. Les médicaments sur ordonnance et en vente libre, quand on regarde à la fois les dépenses publiques et privées combinées, les médicaments sur ordonnance et en vente libre, ça représente la deuxième plus grande catégorie de dépenses pour le système de santé en Ontario. Donc, vraiment, beaucoup d'argent est actuellement investi en médicaments, mais il s'agit quand même de la deuxième plus grande catégorie de dépenses. La première étant les hôpitaux. La majorité des médicaments sur ordonnance et en vente libre en Ontario sont payés par des assurances privées ou encore directement de vos poches. Donc, parfois pas avec des co-paiements pour les assurances. Il y a également certains médicaments qui vont recevoir un financement du gouvernement. Par exemple, si on pense aux médicaments qui sont fournis à l'hôpital, à ce moment-là, ils seront couverts. Ou encore certains médicaments qui sont couverts par des programmes financés spécifiquement par le gouvernement provincial. Donc, il y a par exemple le programme de médicaments de l'Ontario,
mais aussi des programmes pour certaines conditions ou certains médicaments vraiment très spécifiques. Alors, il y a certains programmes d'exception pour, par exemple, des médicaments pour des maladies rares, pour des médicaments également qui sont très coûteux, ou encore pour des personnes ayant de faibles revenus. Les thérapies alternatives et complémentaires, ça constitue un autre exemple, hein. De plus en plus, c'est des thérapies qui sont utilisées. Elles sont souvent prodiguées en dehors du système public de santé, toutefois. On peut penser, par exemple, aux chiropraticiens, aux homéopathes, aux massothérapeutes, aux naturopathes. Et de plus en plus également, on parle de praticiens de médecine traditionnelle chinoise. Donc, ce sont des professions de santé réglementées, toutefois. Même s'ils sont prodigués en dehors du système public, ce sont des professions réglementées. Ces professionnels-là vont travailler dans des cliniques privées, mais ne reçoivent pas de financement du gouvernement. Pour payer ces soins-là, souvent, ben, ils vont être payés par des assurances privées ou encore directement de vos poches. Euh, Encore une fois, il n'y a pas de financement gouvernemental afin de payer pour les thérapies alternatives et complémentaires. Le troisième exemple que je voulais vous donner, c'est celui des soins dentaires. Donc, les soins dentaires, ce sont des traitements qui sont souvent pris pour acquis, mais ces soins dentaires-là sont prodigués en dehors du système public de santé en Ontario. Donc, la majorité des soins dentaires sont payés par des assurances privées ou encore directement de vos poches. Donc, toutefois, il y a des exceptions. Il y a certains soins dentaires qui vont être bel et bien financés par le gouvernement. On peut penser aux chirurgies dentaires qui sont faites dans les hôpitaux. Alors, à ce moment-là, ça va être couvert. Et également les soins dentaires qui sont couverts par certains programmes provinciaux et municipaux. Un de ces exemples-là, c'est le programme Beau Sourire Ontario. C'est un programme qui prodigue des soins dentaires aux enfants de 17 ans et moins qui vivent dans des ménages à faible revenu. Donc, on a parlé de différentes conditions de santé, de différents traitements pour ces conditions. Regardons maintenant un peu en quoi les soins peuvent être différents en fonction de différentes populations. Donc, les soins pour certaines populations vont être différents des soins prodigués à la population générale. Je vous donne quelques exemples. Généralement, les soins qui touchent aux enfants, les soins qui vont toucher, par exemple, aux réfugiés, aux personnes ayant des handicaps ou même aux personnes transgenres, vont parfois avoir des programmes euh, spécifiques à ces populations-là. Un autre exemple très notable, ce sont les soins pour les Autochtones, qui sont offerts de manière assez particulière, tant à l'échelle provinciale que fédérale. En effet, les Autochtones au Canada comprennent trois groupes, hein. C'est à la fois les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et historiquement, il y a toujours eu des distinctions très importantes entre les Autochtones ayant hein, le statut d'Indien, et ceux sans statut. Donc, seules les Premières Nations qui sont enregistrées selon la loi sur les Indiens qui date de 1876 sont reconnues par le gouvernement fédéral comme ayant le statut. Et donc, plusieurs Premières Nations ne sont pas reconnues officiellement. Donc, il y a cette distinction-là entre les Autochtones avec ou sans statut, mais aussi les Autochtones qui vivent sur réserve et hors réserve. Donc, ça va vraiment influencer leur accès à certains programmes et soins. Il y a également certains éléments qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y a des différences importantes en rapport à l'état de santé des Autochtones au Canada. Donc, si on regarde les statistiques, à la fois en Ontario et ailleurs au Canada, ce que l'on voit dans les statistiques, c'est que l'espérance de vie est plus courte chez les Autochtones que dans le reste de la population. Et souvent, les Autochtones sont davantage affectés par les maladies chroniques comme l'asthme et le diabète. Donc, il y a vraiment d'importantes inéquités en matière de santé qui affectent les Autochtones au Canada. Évidemment, il y a des programmes et services qui ont été développés spécifiquement pour les Autochtones.
Donc, les Autochtones ont accès aux services et programmes fédéraux en fonction de leur statut, donc le statut officiel d'Indien, et aussi en fonction de leur emplacement. Donc, certains Autochtones peuvent vivre dans certains emplacements géographiques qui peuvent rendre l'accès plus ou moins facile aux programmes fédéraux. Mais pour ceux qui vivent en Ontario, donc les Ontariens autochtones, ceux-ci ont accès à tous les mêmes programmes et services qui sont disponibles dans la province. Ce qui a été développé il y a quelques années en Ontario, il y a une stratégie nationale ontarienne de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones. Donc, une stratégie assez élaborée qui va réunir les programmes et services traditionnels autochtones, mais aussi les programmes et services modernes de médecine occidentale, afin de prodiguer des soins qui sont culturellement et linguistiquement appropriés aux communautés autochtones. Et ça vise à améliorer leur santé et leur bien-être, mais aussi, d'une autre manière, à tenter de diminuer certaines choses comme la violence en milieu familial, la violence envers les enfants et aussi les femmes autochtones. Donc, la stratégie de ressourcement, c'est la plus grande initiative pour des Autochtones financée par un gouvernement provincial au Canada et c'est ici en Ontario. Donc, un petit récapitulatif. C'est pas mal de contenu et comme je vous le disais, c'est un grand survol rapide. Donc, comment les soins sont prodigués en Ontario? Donc, on se rappelle qu'il y a 6 grands secteurs de soins, mais que ces secteurs-là peuvent être prodiguer les soins de manière un peu différente en fonction de différentes conditions de santé, en fonction de différents traitements, mais aussi en fonction de différentes populations. Donc, ce seraient les messages clés à retenir de cette première partie du webinaire. Ce qui m'emmène maintenant à la seconde partie du webinaire qui va regarder un petit peu les grands piliers du système de santé, donc ce que j'appelle les arrangements du système de santé. Quand on parle d'arrangement du système de santé en Ontario, on fait référence à 3 choses. On fait référence à la gouvernance, donc les arrangements de gouvernance. Et ça, par gouvernance, on veut dire, en fond, qui peut prendre quel type de décision. Donc, dans notre système de santé en Ontario, qui est habilité, qui a l'autorité à prendre quel type de décision. Le second grand pilier, ce sont les arrangements qui touchent au financement. Donc, comment l'argent circule entre les payeurs de taxes, entre le gouvernement, les organisations, mais aussi les professionnels qui prodiguent des soins dans le système de santé. Et enfin, le troisième grand pilier, ce sont les arrangements liés à la prestation de services. Donc, comment les services sont organisés dans la province. Et on va regarder ces 3 piliers-là en détail dans quelques instants. La gouvernance. Comme je le disais tout à l'heure, la gouvernance fait référence à qui peut prendre quel type de décision dans le système de santé. Bien, évidemment, tout le monde n'a pas la même autorité. Tout le monde n'a pas le même pouvoir décisionnel. Et on a donc distingué différents types d'autorités dans le système de santé. Tout d'abord, la première type d'autorité, c'est l'autorité politique. Il y a également une autorité qu'on appelle une autorité organisationnelle. Le troisième type d'autorité, c'est l'autorité qu'on dit commerciale. L'autorité également professionnelle. Et en fait, un autre type d'autorité, c'est le rôle ou l'autorité, si je puis me dire, ou la participation du public, des patients et des autres parties prenantes du système. Donc, tous les autres acteurs dans le réseau de santé, comment ils peuvent participer à la gouvernance du système de santé. Si on se penche à l'autorité politique, eh bien, on pense tout de suite au gouvernement de l'Ontario. Donc, c'est le gouvernement de l'Ontario qui peut prendre des décisions directement, que ça peut être des décisions en matière de politique publique, en matière de couverture de certains médicaments, de certaines technologies, de certains services. On peut penser, par exemple, au programme public de médicaments, par exemple. Donc, le gouvernement de l'Ontario jouit d'une autorité politique assez importante.
Cela dit, le gouvernement provincial ne peut pas tout faire, donc il va souvent déléguer son autorité, déléguer la capacité de prendre des décisions à d'autres organisations ou à des professionnels. On va penser tout de suite, évidemment, aux réseaux locaux d'intégration des services de santé. Donc, l'Ontario est organisé sur son territoire en 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé qui va prendre des décisions concernant la planification, le financement et l'organisation des soins à l'échelle régionale. Le gouvernement provincial en Ontario a également délégué des décisions relatives au cancer à une organisation qui a été créée qui s'appelle Action Cancer Ontario. Donc, Action Cancer Ontario jouit d'une autorité en matière de planification, de financement et d'organisation des soins de cancérologie en Ontario. Le deuxième exemple d'autorité, c'est l'autorité qu'on appelle organisationnelle. Donc, quand on pense à organisation dans le système de santé, on pense aux établissements de santé, les hôpitaux et ainsi de suite. Donc, ces organisations-là ont généralement l'autorité sur la gestion de leur personnel, l'achat ou l'allocation d'espace, mais aussi l'autorité sur comment elles vont organiser leurs propres services. Je donnais l'exemple des hôpitaux en Ontario. Ceux-ci vont être responsables donc d'embaucher, de gérer leur personnel, d'acheter, de louer des espaces, des équipements et également de déterminer comment les soins seront organisés selon les besoins de l'hôpital, mais aussi selon les services qui sont actuellement disponibles. L'autorité commerciale fait référence à l'autorité des compagnies. Ça peut être l'industrie pharmaceutique. Donc, les compagnies ont une certaine autorité quand même dans le réseau de la santé. Ces compagnies-là peuvent choisir comment elles vont vendre leurs produits, leurs prix, quelles seront leurs clientèles et comment ils vont faire de la publicité. Cela dit, cette autorité commerciale-là est quand même encadrée et limitée par le gouvernement. Donc, les compagnies, l'industrie ne peut pas tout faire ce qu'elle veut. Et donc, le gouvernement a établi des limites, un encadrement par rapport à qu'est-ce qui peut être vendu et à quel prix. C'est le cas des médicaments sur ordonnance. Le gouvernement fédéral a déterminé quel médicament peut être vendu et à quel prix, et également établi certaines réglementations et encadrements par rapport à la publicité qui peut être faite aux consommateurs. Donc, il y a des lois actuellement au Canada qui permettent ou qui encadrent toute publicité liée aux médicaments et aux technologies. Ça ne nous empêche pas de voir certaines publicités, mais elles doivent être faites de certaines façons, par exemple, sans mentionner le nom du produit et l'objectif, l'objectif que le produit, que le médicament peut avoir. L'industrie est parfois très judicieuse, donc réussit à contourner un petit peu, à jouer avec ces règles-là. Cela dit, son autorité est encadrée et limitée. L'autorité professionnelle maintenant. Quand on fait référence à l'autorité professionnelle, on parle évidemment de ce que peut faire un professionnel de santé. Donc, en Ontario, on a 26 collèges qui vont réglementer et développer des politiques qui vont s'appliquer aux membres de 29 professions. Eh bien, ces collèges-là vont déterminer en quelque sorte qui peut être considéré comme un membre, comme un professionnel de la santé, ce qu'il peut faire, mais aussi où il peut pratiquer. On donne l'exemple ici de l'Ordre des diététistes de l'Ontario qui va réglementer tous les diététistes dans la province et déterminer qui peut être appelé un diététiste. C'est la même chose pour le Collège des médecins qui détermine en quelque sorte qui peut s'appeler un médecin et pratiquer dans la province. Maintenant, parlons un petit peu du public, des patients et des autres parties prenantes dans la gouvernance du système de santé. Comment et dans quelles circonstances peuvent-ils prendre part aux décisions? C'est une très bonne question. Ce qu'on voit, c'est que les décisions qui sont relatives aux soins, à l'organisation des services et à l'élaboration de politiques font parfois créer un espace de participation pour les citoyens, pour les patients. On peut penser aux décisions relatives aux soins. Donc, il y a des règles, des lois concernant le consentement aux soins
Donc, on ne peut pas prodiguer des soins à un patient sans son consentement éclairé. Ou si on le fait, c'est dans des circonstances très bien encadrées. Beaucoup d'organisations dans le système de santé de l'Ontario doivent maintenant élaborer des plans de participation des patients et des stratégies de participation des patients. Donc, on le voit dans les organisations qui évaluent la performance du système. Il y a différents conseils des patients et des familles qui ont été élaborés au sein des établissements et dans différents secteurs d'activité. Et comme je le mentionnais tout au début de la présentation, il y a également la stratégie de recherche axée sur le patient. Donc, de plus en plus, le patient, les familles, les aidants sont activement impliqués dans la recherche qui est réalisée en Ontario, pas comme un sujet de recherche, mais bien comme un partenaire au même titre que les chercheurs et les décideurs, afin de définir les priorités de recherche, élaborer des protocoles de recherche et même réaliser des recherches. Donc, actuellement, il y a de grandes opportunités qui sont mises en place en Ontario pour impliquer activement les gens dans la recherche en santé. Il y a d'autres parties prenantes également qui sont impliquées, les associations de professionnels, les syndicats, des organisations communautaires, des groupes représentants des citoyens et des patients peuvent également jouer un rôle dans la gouvernance. Il y a très souvent des mécanismes de consultation et de concertation qui vont être mis en place pour leur offrir une voix et une table à la prise, une table, plutôt un siège à la table décisionnelle. Maintenant, le deuxième grand pilier du système de santé de l'Ontario, c'est tout ce qui touche aux arrangements liés au financement du système. Donc, comment l'argent va circuler dans le système de santé. Hein? Donc, pas seulement combien d'argent est dépensé, mais comment tout l'argent va passer des poches du payeur de taxes jusqu'aux professionnels de la santé et ainsi de suite. Les arrangements de financement vont souvent couvrir 5 éléments. Donc, le financement du système dans sa globalité via les impôts et les taxes. Il y a également le financement des organisations, des hôpitaux, par exemple. Il y a toute la question de la rémunération des professionnels de la santé. Il y a également la question de l'achat de produits et de services, donc ce que le gouvernement décide de couvrir avec les fonds publics. Et enfin, un autre élément, c'est parfois des incitatifs pour les citoyens, les patients, les usagers, pour influencer leur comportement de santé. Donc, c'est quelque chose également que je vais discuter dans quelques instants. Donc, d'où provient l'argent pour payer les systèmes pour payer les soins et pour payer de façon générale le système de santé en Ontario? Eh bien, évidemment, il y a différentes sources. La principale que vous connaissez, évidemment, ce sont les impôts et les taxes. Il y a également des assurances, donc les primes d'assurance privée, ça peut être des avantages sociaux qui sont offerts par des employeurs, vont évidemment permettre de payer les soins qu'on retrouve dans notre système de santé. Il y a parfois des frais d'utilisation, donc l'argent qui vient directement de vos poches pour certains services qui sont partiellement couverts ou pas du tout couverts. Et par exemple, il y a les copaiements pour les médicaments sous ordonnance et les soins à domicile et communautaires qui sont partiellement couverts par le gouvernement. Et enfin, une dernière source de financement que l'on retrouve parfois, ce sont les levées de fonds qui sont organisées sur des bases ponctuelles. Si on se penche maintenant sur le financement des organisations dans le système de santé, donc comment ces organisations-là, qui sont responsables d'offrir les programmes et les services, sont financées? Eh bien, ce qu'on voit actuellement en Ontario, c'est que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée transfère de l'argent aux 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé. Et ce sont ces 14 réseaux-là qui vont allouer tout cet argent-là aux différentes organisations indépendantes qui offrent des programmes et des services dans leurs régions respectives. Penchons-nous maintenant sur la rémunération des professionnels. Donc, comment les professionnels qui offrent des programmes et des services sont rémunérés, sont payés. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario transfère de l'argent
au régime d'assurance privée provinciale que l'on connaît bien en anglais sous l'acronyme OHIP. Et cet argent-là est utilisé pour payer les médecins et certains autres professionnels. Il y a différentes façons de les payer, hein. Ce que l'on voit, les médecins et certains autres professionnels sont payés parfois à l'acte. Donc, on entend souvent les médecins, c'est probablement leur mode de rémunération que l'on connaît le mieux. La rémunération à l'acte, c'est un frais qui est fixé pour chaque service de santé qui est prodigué. Donc, souvent, si on va voir un médecin, une fois la rencontre terminée, lui, il va remplir et, en fonction de certains codes, va avoir une rémunération en fonction de chaque code et chaque service qu'il a prodigué. Un autre mécanisme de rémunération, c'est celui de la capitation. Donc, ce sont des frais qui sont fixés pour chaque patient envers qui le professionnel est responsable ou imputable. Donc, par exemple, un médecin ou un autre professionnel peut avoir une cohorte de patients envers qui il ou elle est responsable. Donc, il va être rémunéré par capitation, par tête de pipe, si je peux m'exprimer ici. Et enfin, un autre moyen de rémunération, c'est le salaire, donc qui est un revenu qui est fixé selon un nombre d'heures qui est travaillé par le professionnel. Donc, comme je le disais, la rémunération à l'acte, c'est quelque chose qu'on connaît bien pour les médecins, mais il y a certains modèles maintenant, donc les médecins qui travaillent dans des cliniques de soins familiaux, qui vont avoir une rémunération qui est mixte, hein, qui va être un mélange de rémunération à l'acte, mais aussi de capitation et de salaire. Donc, il peut y avoir des modèles de rémunération pour les professionnels qui vont combiner différentes façons de rémunérer. L'achat de produits et services qui sont disponibles publiquement. Donc, quels produits et services vont être payés par le gouvernement et couverts par le gouvernement? Ça, c'est une bonne question et c'est une question qui n'est pas simple à répondre. Donc, tout d'abord, la question de qu'est-ce qui est couvert. Donc, si on pense aux médicaments sur ordonnance, aux technologies, hein, aux technologies d'assistance, aux dispositifs médicaux, qu'est-ce qui est couvert dans les soins primaires, dans les soins spécialisés, la réadaptation, les soins à domicile et communautaires, c'est assez complexe et il y a des listes qui ont été élaborées par le gouvernement afin de déterminer des critères, donc des critères par rapport à ce qui est couvert, mais aussi des critères par rapport à qui au sein de la population est couvert et quelle proportion des coûts également est couverte. Donc, moi, je vous invite, parce que c'est une question très intéressante pour les citoyens, mais parfois complexe, à consulter le livre dont je vous parlais. Nous avons élaboré un tableau qui décrit, hein, différents produits et services et il vous donne de l'information par rapport à ce qui est couvert et pour qui et en quelle proportion. Donc, ça va vous aider à vous faire une idée parce que ce n'est pas facile à comprendre. Si on pense, par exemple, aux médicaments sur ordonnance, ben, les personnes âgées et certains Ontariens vont avoir une couverture soit complète ou partielle. Si on regarde les technologies médicales, ça peut être des dispositifs médicaux comme des prothèses, orthèses, appareils auditifs, des technologies d'assistance, des tests de laboratoire. Encore là, les critères varient. Il y a absolument une couverture complète quand c'est quelque chose qui est prescrit par un médecin et qui est médicalement nécessaire. Mais parfois, c'est plutôt une couverture de 75% des coûts, hein, ou pas du tout couvert dans certains cas. Donc, pour vous faire une idée, je vous invite à consulter le livre à la page 108 à 110. Donc, il y a un tableau assez détaillé qui va vous offrir de l'information à ce sujet-là. Enfin, le financement par rapport aux incitatifs pour les citoyens et patients et usagers. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup en Ontario. Donc, si on regarde la littérature scientifique, plusieurs systèmes de santé ailleurs ont mis en place des incitatifs financiers pour influencer les comportements des citoyens, des patients et des usagers. Ça peut être pour les encourager à adopter de saines habitudes de vie. Ça peut être pour les aider ou les encourager à faire ce qu'on appelle de l'autogestion pour les aider à gérer eux-mêmes, par exemple, leurs maladies chroniques, ou encore pour les encourager à obtenir les soins appropriés lorsqu'ils en ont besoin. Et ça, actuellement, c'est quelque chose qui est peu utilisé en Ontario. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais c'est tout de même, sur le plan financier, un élément à considérer
pour améliorer les soins qui sont prodigués en Ontario. Un autre élément important en matière de pilier du système de santé, c'est tout ce qui touche à la prestation de services et aux infrastructures, entre autres. Donc, la prestation de services va reposer sur 3 éléments. Les infrastructures, c'est donc dire les endroits où les soins sont offerts, prodigués. Les technologies qui vont soutenir à la prestation de ces soins-là, les outils de communication et d'information, par exemple, qui vont aider les professionnels et les patients dans leurs soins. Il y a également des éléments à considérer en matière de planification de la capacité et les dépenses en capital. Donc, dans quelques instants, je vais vous faire un petit survol de ces éléments-là. Donc, si on regarde les endroits où les soins sont offerts, donc il y a une variété d'établissements dans le système de selon les secteurs, ça va varier. Donc, des établissements qui offrent des soins primaires, des soins d'urgence, des services de santé publique. On pense aux cliniques médicales d'un médecin généraliste. Il y a des pharmacies, des centres de naissance, des hôpitaux. On a également des centres communautaires de soins spécialisés qui ont été mis en place en Ontario. Donc, les endroits varient grandement en Ontario. Et ça dépend des types de soins qui sont prodigués. Ce qui est intéressant aussi de penser, c'est quelles sont les infrastructures qui vont soutenir la prestation de soins. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits en Ontario pour aider à la prestation de services de grande qualité. On pense entre autres aux technologies d'information et de communication. Et on pense également aux infrastructures de recherche. Donc, pour mener des recherches afin d'améliorer et d'optimiser les soins qui sont prodigués. Pour planifier la prestation de service, il faut évidemment planifier en fonction de nos capacités. Donc, il y a des processus qui ont été mis en place pour déterminer quelles sont les infrastructures sont nécessaires afin de répondre aux besoins à venir dans le système de santé de l'Ontario. Ce processus-là est généralement mené par différents acteurs. Le principal, évidemment, c'est le ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui joue un rôle important en matière de planification de la main-d'œuvre dans le secteur de la santé. Il y a également les réseaux locaux d'intégration des services de santé. Donc, ces 14 réseaux-là qui vont planifier les besoins en matière d'hôpitaux, de centres d'hébergement, de soins de longue durée. Et, comme je le mentionnais, il y a aussi, dans le secteur de la cancérologie, des soins pour le cancer, Action Cancer Ontario joue un rôle crucial pour évaluer, planifier la capacité en termes d'infrastructures pour les centres régionaux de cancérologie à travers la province. Il faut également faire un processus qu'on appelle évaluer les dépenses nécessaires en capital. Donc, c'est un processus qui est utilisé afin de faire des investissements pour développer les infrastructures nécessaires afin de répondre aux besoins actuels et à venir. Les dépenses en capital, ce qu'on remarque en Ontario, c'est qu'elles ont diminué au cours des dernières années. Cela dit, il y a de très grosses dépenses. La plupart des dépenses sont faites en termes de capital. Ce sont les hôpitaux. Donc, 87 des dépenses en capital dans la province visent les hôpitaux. La main-d'œuvre, évidemment, c'est un enjeu très important pour le système de santé de l'Ontario, mais aussi pour les autres provinces et territoires à l'échelle du Canada. Donc, les défis pour un système de santé efficace, c'est vraiment d'être en mesure d'ajuster la disponibilité, c'est-à-dire le nombre de professionnels, mais aussi la distribution, donc à quel endroit ces professionnels sont, afin de répondre aux besoins de la population. Donc, il faut tenir compte de la disponibilité, de la densité, de la distribution de la main-d'œuvre à l'échelle de la province. Il faut tenir compte également des professionnels qui sont réglementés, mais aussi certains professionnels qui sont non réglementés. En termes de disponibilité, de densité, de distribution, eh bien, on doit se tourner, regarder un petit peu les professionnels. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a 26 collèges en Ontario qui vont réglementer et développer des politiques pour 29 professions.
Mais ce qu'on voit avec les statistiques, c'est que la main-d'œuvre de santé en Ontario a considérablement pris de l'expansion au cours des 15 dernières années. Donc, la densité de la main-d'œuvre demeure toutefois assez faible pour certaines professions, comme les sages-femmes. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de sages-femmes à des endroits bien précis, mais il y a une densité plutôt élevée pour d'autres types de professions, comme les infirmières et médecins. Donc, les médecins et infirmières ont tendance à être localisés souvent dans les mêmes endroits, donc une densité très, très forte. Et comme vous le savez, la distribution géographique de la main-d'œuvre, ça continue d'être vraiment un problème à l'échelle de la province et tout particulièrement pour les communautés qui sont dans le nord de l'Ontario, mais aussi les communautés rurales et éloignées qui ont parfois de la difficulté à avoir accès à des professionnels de la santé. Si on regarde les professionnels de la santé qui font partie de professions qui sont réglementées, eh bien, ce qu'on voit, c'est que la majorité des Ontariens, même 94 sont inscrits auprès d'un professionnel de santé primaire. Mais moins de la moitié d'entre eux ne peuvent pas voir ce professionnel-là dans le jour ou même sur le lendemain quand ils sont malades. Donc, même si on a accès, par exemple, à un médecin de famille, c'est très difficile d'avoir accès à ce professionnel-là le jour même ou le lendemain. Donc, d'importants problèmes d'accès et c'est sûrement quelque chose qui résonne avec votre expérience. Les Ontariens, évidemment, qui vivent dans des régions rurales et éloignées, et encore ceux dans le nord, ont encore plus de difficultés à accéder aux médecins et spécialistes, malgré l'augmentation du nombre de médecins que l'on a pu noter au cours des dernières années. Si on se tourne maintenant sur les professions de santé non réglementées, donc les travailleurs de la santé qui ne sont pas membres d'une profession réglementée par un collège, eh bien, ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a un rôle important pour ces professions-là, même si elles ne sont pas réglementées. Il y a des nouveaux rôles également émergents dans le système de santé. On a, par exemple, des gens qui s'appellent des assistants aux médecins, qui vont assister les médecins, mais dont leur profession n'a pas encore été réglementée et encadrée par un collège. On peut penser à d'autres, comme par exemple les préposés aux services de soutien, qui jouent un rôle crucial dans les soins à domicile, les soins communautaires et également les soins de longue durée. Donc voilà, ça a été évidemment un survol très rapide du système de santé de l'Ontario. Évidemment, comme vous pouvez le comprendre, c'est un système qui est complexe à naviguer. Un système qui a évidemment de nombreux secteurs. On a mentionné 6 secteurs de soins. Et dans ces secteurs-là, les soins seront prodigués différemment en fonction des secteurs, des types de soins, des conditions et des populations. C'est un système également qui repose sur certains piliers en termes de gouvernance, de financement, de prestations de services. Et donc, une fois ce survol-là fait, on peut se demander quel est le rôle du citoyen au juste dans tout ça? Quel est le rôle du citoyen dans le système de santé de l'Ontario? Eh bien, pour conclure, je voudrais parler de ça justement, que le rôle du citoyen, c'est quelque chose, un rôle important dans le système de santé. Euh, il est possible maintenant de faire entendre évidemment sa voix dans les propres soins que l'on reçoit. On parlait de consentement éclairé un peu plus tôt. Mais de plus en plus des organisations, des établissements, des hôpitaux ont mis en place des stratégies, des structures et des mécanismes pour engager les citoyens de façon active à la gouvernance de ces organisations-là. Le ministère et d'autres organisations qui agissent à l'échelle provinciale ont également mis en place de tels mécanismes pour obtenir la voix du public et des citoyens, mais également obtenir la perception du public par rapport à la performance du système de santé. Et enfin, n'oublions pas le secteur de la recherche en santé qui a également mis en place des mécanismes pour impliquer activement les patients, les familles et les aidants. Donc, ce qui est intéressant avec évidemment ce webinaire-là, une fois qu'on a bien compris le fonctionnement du système de santé de l'Ontario, et également qu'on a développé une capacité pour aller aussi puiser dans les recherches actuelles, dans les données probantes, eh bien, ce qu'on espère, c'est que ça va vous permettre de mieux vous outiller pour promouvoir des changements dans le système de santé. Donc, si vous êtes intéressé à l'utilisation des données probantes pour promouvoir des changements,
je vous invite à consulter des webinaires précédents que nous avons développés. On avait entre autres développé un webinaire sur l'utilisation d'un portail qu'on a développé qui s'appelle le portail sur le vieillissement optimal, qui est hébergé à l'Université McMaster, qui offre aux citoyens, aux patients et à leurs proches aidants des données probantes en matière de santé. Je vous mentionnais également le livre, donc une dernière fois, si vous êtes intéressé à ce sujet-là, on vous conseille de consulter le livre qui est accessible gratuitement via notre site web sur mcmasterforum.org. Et je tiens donc à vous remercier sur ce. Je vous remercie d'avoir été attentif. Sous peu, nous allons vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation pour obtenir votre appréciation sur le webinaire, mais aussi peut-être avoir des idées afin d'améliorer nos prochains webinaires. Je vous invite aussi à consulter notre site web, mcmasterforum.org. Également, notre partenaire dans ce webinaire, qui est l'unité soutien de la stratégie de recherche axée sur le patient de l'Ontario, dont le site web est OSSU, donc ossu.ca. Et également de visiter notre chaîne YouTube pour accéder aux webinaires complémentaires. Donc, on a une chaîne YouTube, McMaster Health Forum. Vous pouvez alors cliquer sur Playlist et vous aurez accès à tous les webinaires précédents. Donc, je tiens à vous remercier. Je peux rester encore quelques minutes, évidemment. Si certains d'entre vous avez des questions, des commentaires que vous aimeriez partager en utilisant la petite boîte de clavardage qui se trouve au bas de l'écran. Donc, je vous conseille, si vous écrivez des questions, des commentaires, vous pouvez l'envoyer, le commentaire, à tous les participants, donc all participants. Donc, ça permettra à tout le monde de pouvoir les lire. Merci beaucoup et au plaisir. Alors, je peux rester avec vous quelques instants encore. Si jamais vous avez des questions, utilisez la boîte de clavardage au bas de l'écran en envoyant votre question, votre commentaire à tous les participants. Donc, ça permettra à tout le monde de voir la question et le commentaire. Merci. Bonjour, j'ai un commentaire, oui, de Céleste. Bonjour Céleste. Où se trouvent les francophones et les services de santé en français? C'est un autre élément à naviguer, absolument. Donc, évidemment, des législations qui vont encadrer l'accès aux soins en français en Ontario. Donc, l'offre active de soins et services en français, quelque chose qui est malheureusement peu connu dans le système, mais absolument un excellent point. Donc, oui, j'aurais pu prendre également les communautés francophones comme étant un exemple de population pour lesquelles les services et les programmes accessibles peuvent différer et mentionner l'offre active de soins en français, absolument. Très bon point. Merci, Céleste. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il y a également des ressources, des structures qui ont été mises en place pour soutenir les services de santé en français et soutenir également les professionnels ontariens qui prodiguent des soins en français. Donc, il y a à l'échelle régionale, certaines structures mises en place pour soutenir les professionnels. Il y a à l'échelle également pan-canadienne des organismes comme Société Santé en français, entre autres, qui essaient de soutenir les professionnels et les patients francophones à travers le pays. Donc, c'est quelque chose de très important pour les communautés francophones, souvent qui vivent en situation minoritaire. Parfait. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors, sur ce, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier et au plaisir. Donc, n'hésitez pas à suivre notre site web et notre bulletin d'information au McMaster Health Forum. Parfois, nous organisons d'autres formations, webinaires à la fois en anglais et en français. Donc, ça nous fera plaisir de vous revoir à un autre événement. Merci et au plaisir.